Bonsoir, chers maîtres. Bonsoir à tous. Notre cas clinique est celui d'une patiente. Ici. C'est une patiente de 53 ans ayant comme antécédent une polyarthrite rhumatoïde depuis 14 ans sous méthotrexate et corticoïdes au long cours et qui présentait depuis 1 an des lombalgies. Nous l'avons reçue depuis le mois d'août 2022. Elle présentait une impotence fonctionnelle douloureuse, progressive du membre inférieur droit, puis du membre inférieur controlatéral. Après 2 mois et demi, c'est une patiente qui était alitée, avec sensation d'étau au niveau du bassin. Donc, à cette étape-là, nous n'avons pas encore de vidéo, c'est une image. Donc, la patiente était alitée avec, au niveau des membres inférieurs, qui était en hypertonie, l'hypertonie des membres inférieurs, une hyperextension des genoux et les pieds en varus. C'était une hypertonie irréductible. Voilà. Donc, la station debout était impossible, hypertonie irréductible des membres inférieurs, une hyperextésie des genoux et des pieds en varus et des spasmes douloureux du bassin déclenchés par le toucher. À cette étape-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou en plus le bilan? Moi, ça m'évoque le cas qu'on va présenter le 3e. Hein. Devrait être similaire, je pense. Donc, bilan et à quoi on pense? Alors, est-ce qu'il est pyramidal? On ne peut pas savoir parce qu'on pouvait C'était pas... une hypertonie. Impossible. C'est très récent. Non, très irréductible. Impossible. Okay. Même les réflexes, on ne pouvait pas les faire. Très, très contracté. Ok, donc Toutes lorsque c'est très raide, on n'a pas de résonance du membre pour chercher les réflexes. Alors, Babinski? Non. Non. Les pieds. Okay. Non. Non. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi myoclonie? Ah, c'est toi, Wafa, qui a posé la question. Donc, pas de trouble sensitif? Non. Trouble sphinctérien? Non. Donc, non. À part les spasmes qui sont déclenchés au cours du toucher. On peut revenir à la vidéo. On a une vidéo après, mais c'est après le traitement. D'accord. Donc, vous voulez un diagnostic ou des idées, des hypothèses. Oui. Est-ce qu'il y a des myochimies? Non. Non. Est-ce qu'il répond à des stimulations nociceptives? Je me rappelle pas. Non, au toucher. Est-ce que les plus anciens peuvent poser aussi des questions? Oui. Est-ce que c'est stimulus sensible lorsqu'on fait une stimulation comme ça? Au toucher? Au toucher? Oui. Oui? Au toucher. C'est intéressant. Pourquoi? Non, elle n'arrive pas. Les grabataires alités. Donc, on voulait juste... Oui. Mais aucun mouvement n'est possible au niveau des membres inférieurs. Rien. Ni les orteils, ni rien. Aucune. Ma question, c'était lorsqu'on l'a stimulé, est-ce qu'il y avait des petits sursauts surajoutés? Non. Elle n'avait pas des sursauts. Si, ça devrait. Si, il y avait des spasmes. Oui. Ça dirait des spasmes stimulo-sensibles. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Oui. Le dos, est-ce qu'il est souple? Elle avait des lombalgies. D'accord. Depuis 1 an. Oui. Non, rien au niveau de la face. Rien au niveau de la face. Les paravertébraux, il y a une question assez intéressante. Les muscles paravertébraux, c'était comment? Est-ce qu'on a une photo sur position assise? D'accord, donc ça semble être les paravertébraux qui vont orienter pour le diagnostic. Oui. Non. Oui, effectivement. Donc, ok, c'est un stiffness. Effectivement. Okay. Donc c'est effectivement un stiff. Bon, tu peux... Donc,
Non, c'était pas rapporté. Non plus. Donc, au niveau du bilan ENMG, qui a révélé des spasmes musculaires au niveau des membres inférieurs et des muscles paravertébraux, et une co-contraction des muscles agonistes et antagonistes au niveau de la jambe et de la cuisse. Donc, les images ENMG, ça, c'est les spasmes de l'activité de repos au niveau des muscles paravertébraux lombaires moyens. Et aussi, on a retrouvé des activités de contraction au niveau de la loge antérieure et loge postérieure au niveau de la jambe. Et aussi, on notait une hyperactivité au niveau post-onde F répétitive. Donc, au niveau de nous avons complété au niveau de la biologie par des anticorps anti-GAG 65 séries qui étaient positifs, supérieurs à 280, pour une normale inférieure à 17, avec une VS à 42, bilan thyroïdien et bilan rénal. Le reste du bilan sérologique et tout ça était négatif. Donc, la patiente est venue avec une IRM médullaire qui était sans particularité. Et nous avons complété par un bilan à la recherche d'un néo. À cette étape, IRM pelvien, nous sommes allés jusqu'au PET scan qui est revenu sans particularité. Donc, face à ces éléments cliniques et à la biologie, nous avons conclu à un stiff person syndrome, plus précisément le stiff leg d'origine auto-humain à anticorps anti-GAG. Donc, cette patiente a été mise sous traitement. Elle a reçu une cure d'immunoglobuline pendant 5 jours, un bolus de solumédrol, une cure de rituximab, 3 cures, précisément, de la gabapentine, et l'évolution a été marquée par une amélioration partielle avec disparition des douleurs et une impotence fonctionnelle moins sévère. Donc, je vous montre, ces vidéos-là ont été faites 6 mois après le début de après son hospitalisation. La patiente avait reçu une cure d'immunoglobuline. Donc, je vous montre la vidéo. Voilà. Tu peux lancer aussi les autres en même temps. Voilà. Donc, il y a une amélioration. C'est ça le problème. Les immunoglobulines, déjà lors de la première hospitalisation. Non, par rapport au début. Par rapport au début, les lombalgies, c'était déjà 1 an avant. Oui. Ah non, il y avait un retard diagnostique. Et voilà. Ah oui. Ouais, on n'arrivait même pas, on ne pouvait pas s'asseoir. Voilà pourquoi Alors, exact. Je pense malheureusement ces patients sont pris pour des fonctionnels au début. Je pense que c'est ça l'erreur. On va en discuter après parce que souvent, au début, ils ont cette raideur à la marche. Souvent, c'est pris pour des fonctionnels. Et l'évolution. Donc, cette dernière vidéo a été prise il y a de cela 2 mois. Donc, après la 3e cure d'immunoglobuline, la 3e cure de rituximab, et sous traitement, on note une amélioration partielle et une discrète mobilité des membres inférieurs. Donc, le stiff leg syndrome. On va s'arrêter là. On peut faire une deuxième observation dans le même sens d'idée. Donc, bonjour à tous. Je vous présente le prochain cas clinique qui est quasiment similaire à celui qui vient d'être présenté. Alors, on a reçu Madame SL, âgée de 51 ans, qui avait comme antécédent une aplasie médulaire idiopathique en 2012, déclarée guérie en 2014. Elle avait également un antécédent de déficit en vitamine B12, avec au bilan des anticorps anticellules pariétales faiblement positifs et une fibroscopie qui n'a malheureusement pas été faite.
Elle a consulté chez nous pour des troubles de la marche qui évoluaient depuis 2021, soit 3 ans et demi, donc avant sa consultation. Et ici, donc, nous avons une vidéo prise à l'admission des urgences. Quel est le diagnostic? C'est une vidéo, un diagnostic. Tu as une vidéo? Oui. Oui. Alors, c'est quoi le diagnostic déjà? Je suis désolé, on va faire vite parce que donc c'est la même chose. Hein. Curieusement, ça donne l'impression qu'on n'a que des anti-GAD au Maroc. Voilà, donc c'est aussi un tableau un peu plus historique que celui-là. Souvent c'est pris pour des fonctionnels. Si tu veux avancer dans le bilan exactement. Donc c'est une patiente qui est venue, qui a présenté ses spasmes aux urgences. Ici, c'est la vidéo prise au cours de l'ENMG, qui a retrouvé l'activité spontanée des muscles paravertébraux. Il avait un syndrome d'hyperactivité continue aussi sur les muscles paravertébraux. Oui. Et on avait justement complété par des anti-GAD. Ici, c'est l'IRM médulaire qui était normal. On avait complété par des anti-GAD qui étaient positifs à 107 pour une normale inférieure à 17. Donc voilà, on avait retenu le diagnostic de stiff person syndrome. Donc c'est pour dire voilà une coïncidence quand même de 2 cas cliniques rares, mais le message c'est des troubles de la marche progressive avec une certaine raideur. N'oubliez pas ce diagnostic avant d'arriver à ce genre de... Merci beaucoup. Hein. Bonjour, je présente un cas clinique du service de neurologie P. Donc il s'agit d'une patiente âgée de 25 ans avec une notion de consommation de cristaux de cocaïne fumée, ou ce qu'on appelle le PUFA ou le crack en 2022, avec aussi une notion d'injection intraveineuse de drogue, et probablement c'est de la cocaïne. Donc ce qui fait déclencher une chaleur intense, une éruption cutanée, une fatigue, avec un mouvement anormal au niveau du membre supérieur gauche. Donc qui se sont améliorés transitoirement sous benzodiazépine. Donc la patiente, elle a continué à prendre le crack ou la PUFA. La dernière prise de PUFA était en décembre 2022, avec une notion de prise occasionnelle d'autres toxiques, l'alcool et le narguilé. Donc, ce qui fait apparaître de nouveaux mouvements hyperkinétiques qui sont permanents, gênant la vie quotidienne, associés à quelques troubles anxieux. Donc, la patiente, elle a été mise sous lamotrigine, urbanil, olanzapine, risperidone, sans amélioration, ce qui a motivé une consultation de mouvement anormal. Donc voilà la première vidéo. Non, il n'y a pas le son. C'est pour le son. Non, il n'y a pas le son. Ok, donc il ne peut pas les arrêter? Non. Est-ce qu'il y a des questions rapidement, juste pour avancer? Donc il ne peut pas les arrêter, c'est donc totalement incontrôlé. Et c'est paroxystique, permanent, toute la journée. Ouais. Donc on va la faire marcher. Et le visage? Oui. La face? Tu as une vidéo de la marche? Oui. D'accord, donc c'est elle, il se cache pour le besoin de la vidéo. D'accord, est-ce qu'on peut qualifier, comment on peut qualifier les mouvements? Donc il ne peut pas les arrêter du tout. Ok, donc... Vraiment des mouvements comme ça, très hyperkinétiques. Et le sommeil, il arrive à dormir sans Oui, problème. elle arrive à dormir. Ok, donc... Donc, il y avait une consommation. Voilà. Oui. Donc, il y avait une consommation de PUFA, ou donc de cocaïne fumée, et pendant une année. Et il y avait aussi une notion de consommation de cocaïne intraveineuse. Est-ce qu'il l'utilise toujours? Non. Donc, c'est arrêté. La dernière prise, ça remonte à? C'était en décembre 2022. Il a consulté en 2024, donc ça fait 2 ans qu'il présente. Ça fait 2 ans qu'elle est sous neuroleptique, benzodiazépine. D'accord. Ça, c'est autre chose. Sans amélioration.
Et donc, en fait, pour elle, le déclic, c'était après l'injection intraveineuse. Elle a commencé à sentir cette chaleur, cette éruption, des mouvements du membre inférieur. Elle a été mise sous benzo, ça l'a un peu amélioré. Puis elle a continué la consommation, mais juste inhalée, avec aussi l'alcool et chicha. Alors, voilà. Et puis voilà. Donc, et les mouvements, c'est vraiment continu. Pour elle, aucune efficacité. Moi je me demande même, est-ce que les neuroleptiques n'en étaient pas pour quelque chose dans l'induction de ces mouvements? Probablement. Pour moi, c'est un syndrome, c'est une dyskinésie tardive aux neuroleptiques. Mais elle a commencé les mouvements avant la prescription. Oui, mais bon, moi, à mon avis, il y a une composante dystonique faciale qui est très suggestive d'une prise de neuroleptique et de dyskinésie tardive aux neuroleptiques. Et chez le jeune, ça peut être des dyskinésies choréiques des quatre membres. Oui. Ah, c'est possible. Il y a une composante peut-être fonctionnelle surajoutée, mais il y a des dyskinésies tardives. Alors, elle va montrer son visage et les yeux. Regardez le visage. Un blépharospasme. Visage avec un blépharospasme. C'est quand même des choses en faveur de prise chronique de neuroleptique. Probablement. Normal. IRM normal. Tout à fait normal. Moi, je pense en tout cas dans les complications de la cocaïne, c'est plutôt les cracks d'insine. Les cracks d'insine. Exactement. Voilà, parce que la cocaïne, c'est un stimulateur de la sécrétion de la dopamine, donc c'est une hyperdopaminergie qui donne de l'hyperkinésie choréique. Ça, mais généralement, c'est à la prise de la cocaïne. C'est à la prise et c'est transitoire, c'est-à-dire dans la littérature, c'est le temps de la prise. Mais là, on a des mouvements permanents. Est-ce qu'effectivement, ils ont été initiés par la prise de toxiques et entretenus par les neuroleptiques? Ils ont entretenu un syndrome de dyskinésie tardive. Je pense que c'est le diagnostic qui me paraît le plus probable. Voilà. Alors, possible. C'est vrai que c'est tellement hyperkinétique avec ces mouvements de va-et-vient qui peuvent évoquer le fonctionnel, mais c'est une dame, ça ne s'arrête pas du tout. Et puis il y a quand même le visage vraiment le blépharospasme, les mouvements, et ça ne s'arrête pas du tout. Alors si on avance, moi je pense qu'il faut faire une stimulation bipalidale chez cette patiente. C'est ce qu'on veut. Je veux essayer la tétrabénazine. Sans grande conviction, mais quand même, il faut l'essayer. La stimulation bipalidale, c'est une des meilleures indications pour ces mouvements hyperkinétiques comme ça. Voilà. Donc, pour le reste du bilan, l'IRM était normal, le bilan métabolique normal. Donc, on a conclu à des mouvements hyperkinétiques qui sont secondaires à la prise de toxiques, surtout donc le crack. Donc, dans la littérature, il y a donc les mouvements hyperkinétiques qui sont... Mais c'est juste pour dire que la cocaïne, tu donc cites juste les surtout mouvements, les mouvements de la cocaïne. hyperkinétiques. Il y a la chorioathétose qui est connue sous le nom de crack dancing. Il y a les stéréotypies, les tremblements et les myoclonies. Et pour le crack dancing, donc c'est transitoire. Donc, ça disparaît en 2 à 6 jours. Donc, pour la patiente, on a discuté que vu la persistance des mouvements, souvent il est dû à la combinaison donc avec les autres toxiques ou bien la durée prolongée de consommation. Donc, c'était les facteurs. Merci beaucoup. Je suis obligé d'arrêter la...